Le candidat de la sécurité a-t-il intitulé son slogan de campagne Maître El Hadji Diouf, c'est bien celui dont il s'agit, a déclaré d'être le candidat du Parti des travailleurs et du progrès à la prochaine présidentielle. La Confédération nationale des travailleurs du Sénégal et les syndicats libéraux de la Belgique viennent en appui aux acteurs du secteur informel. Ces derniers sont formés sur les processus de formalisation de leurs activités. Plus de 150 000 jeunes sont financés par la DER/FJ. Sur 3 ans, l'accompagnement a été effectué avec des financements par des nanocrédits de près de 38 milliards de francs CFA. Le suivi pour le remboursement sera de mise pour une rotation efficace des financements d'autres demandeurs. L'hivernage s'annonce à Dakar, mais suscite toujours crainte chez certains habitants sur les inondations. Mais dans le quartier Apexi Yoff 1, les résidents ont déjà pris leurs dispositions en initiant leur propre méthode préventive d'assainissement. C'était les grands titres de ce journal. Le développement, c'est dans un instant. Bonsoir et bienvenue. Le Sénégal et l'Ouganda décident d'aller au-delà du raffermissement des liens d'amitié qu'ils entretiennent depuis très longtemps. La visite officielle du président Macky Sall et ses ministres au président Yoweri Museveni entame de nouvelles dynamiques de négociation sur toutes les questions d'intérêt commun dans les domaines politiques, économiques, environnementaux, touristiques, des ressources naturelles, bilatérales, continentales et internationales. La coopération entre les deux pays sera renforcée dans le secteur des hydrocarbures à la suite de la découverte d'importantes quantités de gaz et de pétrole au Sénégal et en Ouganda. Le sujet de leur tête-à-tête sur les conflits africains actuels demeure aussi central, les présidents Macky Sall et Yoweri Museveni affichant leur besoin constant d'être déterminants dans le processus de paix ont affirmé leur soutien total au processus de Nairobi et à la feuille de route de Luanda visant à normaliser les relations politiques entre les partenaires de la région. La coordination et l'harmonisation des interventions des acteurs a été appréciée positivement par les deux chefs d'État suite à la réponse positive de l'Union africaine à la tenue d'un sommet quadripartite de la communauté de développement d'Afrique australe, de la communauté d'Afrique de l'Est, de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs et la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Les deux chefs d'État ont décidé aussi d'œuvrer en faveur d'un règlement pacifique du conflit entre la Russie et l'Ukraine par le dialogue continu. Parlons à présent d'une autre actualité à la place d'unité de l'Alliance pour la République de la mouvance présidentielle. La désunion s'installe dans un contexte préélectoral. Le message de la cohésion qui devait être le centre de la coalition Benno Bokk Yakaar hier en mobilisation n'avait pas finalement atterri dans l'oreille des partisans venus nombreux qui s'offrent à une rude bagarre de positionnement de leurs potentiels candidats. On y voyait clairement ceux du Premier ministre Amadou Ba d'un côté et de l'autre ceux du directeur général du FONSIS et ancien ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr. Une déclaration prévue par le premier serait apparemment interrompue par les militants de l'autre camp qui se sont invités de façon inopinée dans la rencontre qui a fini en queue de poisson. Sur place dans le siège de l'APR, si au quartier Mermoz, les stigmates d'un véritable désordre étaient apparents. Je l'annonçais en début d'édition, Maître El Hadji Diouf, président du Parti des travailleurs et du progrès, a déclaré officiellement sa candidature à la prochaine présidentielle. L'avocat fait de son riche parcours d'homme d'État une différence de plus face à ses concurrents au fauteuil présidentiel. Hier, le comité exécutif était face à la presse pour décliner le programme du PTP. Voici les propos de Maître El Hadji Diouf. L'heure est grave. Il s'agit d'un tournant extrêmement important pour le devenir et l'avenir de notre cher peuple. Toutes les candidatures les plus fantaisistes, les plus téméraires, poser la candidature de l'homme du 23 juin. Nous avons la chance, contrairement aux autres, d'avoir un homme comme De Gaulle. L'homme du 18 juin, c'est De Gaulle. Et l'homme du 23 juin, dans le monde entier, il s'appelle El Hadji Diouf. Dites-moi, dans ce pays, quel est ce leader qui s'identifie à un jour historique? C'est pourquoi ma candidature est légitime. Pourquoi? Déjà à l'université de Dakar, j'étais
le numéro 1 du mouvement étudiant de Dakar, dirigeant du Jaraaf, dirigeant du PTP, député à l'Assemblée nationale, ministre de la République du Sénégal, avocat international, mais mon Dieu, je suis le seul, il n'y en a pas deux. Pour le moment, le seul candidat ayant enregistré l'expérience des trois pouvoirs qui constituent l'État. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. C'est ça un État. Le candidat de la sécurité, même de la Diouf, c'est mon programme. Je veux sécuriser le peuple sénégalais. Et j'en ai le courage, et vous me connaissez parfaitement. Je ne vais jamais hésiter. Ma main ne tremblera jamais quand il s'agira de frapper. Je rétablirai l'ordre dans ce pays-là, Inch'Allah. Je l'évoquais dans les grands titres, le nanocrédit, un produit financier de proximité, a été l'inclusion financière attribuée à l'accompagnement de projets pour les jeunes. Ce système de financement a été employé par la délégation à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes pour un ciblage étendu à quelques 155 000 bénéficiaires. En 3 années seulement, 38 milliards de francs CFA ont été octroyés selon Fatou Niasse, chef de la division chargée de l'autonomisation et du nanocrédit de cet organisme public. Pour la répartition, le financement répond aux critères d'équité territoriale. Dans les 46 départements, 79 guichets ont été ouverts pour financer les acteurs économiques bénéficiaires des prêts de l'ADR-FJ. La campagne d'attribution privilégie les couches vulnérables qui ne sont pas en mesure de fournir une garantie bancaire. La prochaine étape qui sera prise en charge par l'organisation publique de financement est celle de faciliter le paiement. À propos de l'étape du suivi des jeunes et des femmes, le remboursement des crédits dans la durée permet à d'autres personnes de bénéficier d'un financement. Une autre actualité à la une, la centrale générale des syndicats libéraux de Belgique vient en appoint aux acteurs du secteur informel sénégalais en consolidant une collaboration créée depuis 2015 entre la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal. Les acteurs sont sensibilisés sur le processus de formalisation, mais avant, faudrait-il se former sur les bases syndicales, nous précise Katifal, responsable du projet à la CGSLB, et Modi Guiro, secrétaire général de la CNDS. Nous avons noué avec la centrale syndicale libérale de Belgique, la CGSLB, et son ONG, le Mouvement pour la solidarité internationale MSI, un partenariat lancé depuis 2005 pour permettre à notre organisation syndicale de mettre en place des coordinations régionales dont le travail consistait à rencontrer les acteurs de l'économie informelle en vue de les sensibiliser dans la constitution de syndicats, en vue d'une meilleure appropriation d'un processus de formalisation. Dans le cadre du programme que l'on mène avec la CNTS, on cible comme groupe, le groupe cible principal, c'est les travailleurs vulnérables et ceux de l'économie informelle principalement, puisque l'économie informelle est environ 90% des travailleurs du Sénégal. Donc ce qui constitue environ 10 personnes, 10% seulement sont formels. Donc on sait tous que ces travailleurs n'ont pas de protection sociale. Quand ils sont malades, ils ne sont pas soignés. Quand ils ont un accident de travail, ils ne sont pas indemnisés. Quand ils accouchent, ils n'ont pas de congé de maternité ou d'indemnisation. Donc ce qui fait qu'on arrive, avec la CNTS, on pousse à une structuration de ces travailleurs, notamment en faisant d'abord par les aider déjà pour améliorer leurs conditions de travail, mais également à travers les formations sur la santé-sécurité au travail, la protection sociale, le dialogue social, les techniques de négociation, pour les pousser à pouvoir prendre leurs propres décisions et se défendre justement pour améliorer les conditions. Voilà. Éducation. À ce propos, le secteur syndical de l'éducation nationale se réjouit du déroulé des points revendicatifs relatifs à l'évolution des statuts des enseignants. Toutes les garanties se trouvent aujourd'hui sur l'accord paraphé entre le gouvernement et le G7. Après l'aspect financier déjà évacué, les suites des travaux se poursuivent avec l'installation de bureaux relais et le traitement des assiettes foncières au niveau du ministère de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique. Hamidou Diédhiou, porte-parole du G7, et Galoba, ministre de la fonction publique et de la transformation du secteur public. Et il ressort de ces réunions qu'effectivement l'essentiel des points d'accord ont été matérialisés.
notamment ceux portant sur les aspects financiers. Il reste entendu qu'il y a des sujets qui ont été ajoutés à l'ordre du jour de cette réunion, notamment qui concernent l'extension, la mise en place des bureaux relais pour leur permettre d'avoir plus de compétences en matière de prise d'actes, mais également la question du traitement des assiettes foncières qui relève du ministère de l'Urbanisme, qui va être saisi sous peu pour permettre aux syndicats de pouvoir disposer des terrains qui ont été promis. Importante mesure parce que le ministre s'est engagé sur la question des décisionnaires, il s'est engagé sur la question des prêts DMC, mais il s'est également engagé pour les perspectives des nouvelles questions. Sur les décisionnaires, il est fortement décidé de se retrouver la semaine prochaine pour examiner les conditions dans lesquelles nous pouvons ensemble regarder le projet de décret, mais également le construire ensemble pour le mieux de tous les décisionnaires. Je dois me féliciter au nom de la partie syndicale de la rencontre qui quand même nous a permis de décanter beaucoup de situations, mais qui a permis également à chacun de comprendre la nécessité de se retrouver régulièrement, de dégrossir les problèmes et de travailler à ce que d'ici à la prochaine rentrée, les problèmes qui peuvent trouver solution trouvent solution et que nous puissions amorcer une année scolaire 2023-2024 très apaisée. Nous voilà arrivés à notre reportage du jour. C'est sous un ciel menaçant que les habitants du cité Apexi de Yoff 1 s'affairent dans des travaux d'assainissement. Ce quartier est souvent sous l'emprise des eaux à chaque période d'hivernage. Avec des moyens financiers très insuffisants, les résidents lancent un appel à l'État de les aider dans la prévention des inondations destructrices. Suivons ce reportage signé Emmanuel Sarr et Cheikh Tidiane Thiam. À Dakar, différents quartiers ont enregistré leurs premiers pluies. Les habitants de la cité Apexi de Yoff 1 anticipent sur d'éventuelles inondations à travers la construction d'un canal. Oui, absolument. C'est parce qu'on est confronté à des difficultés qu'on est en train de faire des travaux ici pour éviter que l'eau qui vient de cette route-là et qui est très abondante ne se déverse dans la cité, quoi. Parce qu'on a eu énormément de problèmes l'année dernière avec des quantités d'eau qui se sont retrouvées emprisonnées aussi au niveau de la zone. Et puis voilà, on a anticipé, quoi. Le programme d'assainissement public des eaux de pluie demeure inachevé dans ce quartier de Yoff. Les charges sont prises en compte par les résidents eux-mêmes. Un acte impératif. Ça, c'est les résidents qui sont cotisés pour mettre en place un système de défense ou de protection, en tout cas, pour éviter d'être complètement inondé. Parce qu'on a beau dire, mais une fois qu'on est sous les eaux, on est les premiers à payer, quoi. Se prémunir d'inondations à cette période d'hivernage, la pérennisation des actions à la base n'est pas une tâche aisée. L'appui de l'État doit être constant. Non, moi je trouve qu'il est anormal qu'on se retrouve dans cette situation pour une seule raison. Nous, on est à 150 mètres de la plage, là. Il suffit de faire un ouvrage pas excessivement cher pour nous mettre à l'abri de ce genre de situation. Il faut tout juste creuser et déverser l'eau pluviale au niveau de la mer. Ce n'est pas compliqué à faire. Le Premier ministre Amadou Ba avait présidé le 23 mai dernier à la primature un conseil interministériel consacré à la prévention et la gestion des inondations pour l'hivernage 2023. La rencontre avec les différents acteurs impliqués dans la gestion des inondations a permis d'arrêter 14 recommandations phares pour lutter contre les inondations au Sénégal. Le programme décennal de gestion des inondations lancé par le chef de l'État Macky Sall en 2012 a permis de réduire le désagrément dans différents quartiers de Dakar ainsi que dans les régions. La prostitution se présente très tentaculaire à Dakar. Les réseaux qui écument les quartiers suscitent une vigilance accrue des forces de défense et de sécurité. Hier, à Ouest Foire, un réseau de pratiques illégales a été démantelé par la gendarmerie. Le tribunal de flagrant délit de Dakar a requis 3 mois de prison avec sursis à chacune des mises en cause. Les détails, les voici avec Fatima Bintounour. La prostitution déguisée multiplie ses réseaux de plus en plus à Dakar. Cette fois-ci, c'est à Ouest Foire où un vaste réseau a été démantelé, fruit d'une enquête minutieuse de longue haleine menée par la gendarmerie de la Foire. NMN et ses complices ont fini impuissamment dans les filets des Pandores avec une perquisition musclée depuis l'appartement de la bande qui exerçait
l'activité illégale. Une découverte qui corrobore de l'illégalité renvoyée à des préservatifs, des bouteilles d'huile et divers autres objets trouvés sur les lieux. Avant cette conclusion, des pistes d'enquête figuraient révélatrices. La chef NMN utilisait avant les réseaux sociaux pour promouvoir son activité illégale. Elle publiait des photos de jeunes femmes prétendant offrir des services de massage relaxant. Un commerce facile à bon marché qui ne manquait d'intéressés qui prononçaient leurs demandes via des numéros fournis par le réseau. Devant le tribunal, les accusés ont tenté de nier les faits. Le gérant a soutenu être masseuse professionnelle et a brandi un diplôme. L'une des mises causes affirmant être une femme de ménage dans l'appartement et les autres s'affirmant comme de nouvelles recrues et ignorant d'être au courant de toute activité illicite du réseau. Des affirmants qui ne seraient pas convaincants. Le tribunal de flagrant délit de Dakar les a toutes condamnées à 3 mois de prison avec... Parlons à présent de cette triste nouvelle. Le monde de la magistrature vient d'être secoué par le rappel à Dieu du juge Henri Grégoire Diop. Le regretté magistrat sénégalais a occupé de son vivant de hautes fonctions dans la magistrature suprême. Il fut l'ancien président de la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Feu Henri Grégoire Diop a été également président de la Cour d'appel de Kaolack et premier président de la Cour d'appel de Thiès. À son actif, il était chargé de diligenter le dossier Karim Wade, qui a été finalement condamné en 2015 à 6 ans de prison ferme et contraint de payer 138 milliards de francs CFA d'amende pour enrichissement illicite. Toutes nos condoléances à sa famille éplorée. Un procès pour Mortala Gueye alias Nit Doff est-il prévisible après un deuxième rejet suite à une demande de liberté provisoire par ses avocats? La chambre d'accusation de la cour d'appel a décidé de le maintenir en détention depuis le 4 janvier 2023 après son arrestation par la sûreté urbaine de Dakar. Le célèbre rappeur et activiste Nit Doff avait été inculpé et placé sous mandat de dépôt par le doyen des juges. Il est poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles, outrage aux magistrats et menaces de mort sur les autorités judiciaires. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, passez une bonne soirée.